Bonsoir mon pays, merci de m'accueillir chez vous ou sur Facebook. Voici les titres de la rédaction. 795 millions de personnes meurent de faim dans le monde. C'est le cas des enfants en Irak. Pour les aider, le lycée Pierre Chanel à la Conception organise chaque année la course contre la faim. Certains lycéens ont présenté le dispositif devant leurs camarades exposés dans cette édition. Premier site de recherche dans l'outre-mer et deuxième derrière le Sénégal au niveau mondial. Le pays est un potentiel pour l'IRD, selon Jean-Paul Moati, son président. Il était aujourd'hui en province nord faire le bilan notamment des recherches. Dernier volet de notre feuilleton après le conditionnement des maniocs de l'association Wakeshar, des découpes de thon, de la pêcherie Pescana. Ce soir, nous verrons comment sont fabriquées les confitures de papaye au sein de l'entreprise Sauval à Pointe-Dimy. Mais avant de développer ces titres, Brandon Taramouin, le dernier évadé du Congrès, a été arrêté très tôt ce matin. À 6 h à Canala, le jeune homme avait pris la fuite avec 10 autres prisonniers. Le 18 novembre dernier, Calix Kaïchou et Brandon Taramouin devraient être prochainement mis en examen, des chefs d'évasion aggravés. Je vous le disais en titre, 795 millions de personnes meurent de faim dans le monde selon le programme alimentaire mondial. C'est le cas des enfants en Irak qui sont aussi menacés par la guerre. Et pour les aider, le lycée Pierre Chanel à la Conception organise chaque année la course contre la faim. Certains lycéens ont présenté le dispositif devant leurs camarades, parmi eux Lindsay Wamou. À 15 000 km de chez nous, vous avez l'Irak. Ici, la guerre a conduit des millions de personnes à fuir leur foyer. Certains se sont réfugiés ici, dans ce camp, le camp Sheran. Ici, les enfants ne vont pas à l'école. Les familles doivent lutter non seulement contre la faim, mais aussi contre le traumatisme de l'horreur de la guerre. Bientôt, ces réfugiés de ce camp verront leurs conditions de vie s'améliorer. Plus d'eau, de nourriture et une cellule psychologique grâce à des écoliers. Bonjour, est-ce qu'on peut vous prendre 5 minutes de votre temps s'il vous plaît pour vous présenter notre projet? Oui, vas-y. Merci. Nous venons dans votre classe aujourd'hui pour vous présenter notre projet. Notre projet est basé sur la course contre la faim. La course contre la faim est une action humanitaire qui sert à récolter des dons pour aider les pays dans les besoins. Cette année, nous allons aider l'Irak. La sensibilisation, c'est ce groupe d'élèves en première commerce du lycée Saint-Pierre Chanel qui s'en charge. Un travail de longue haleine qu'ils effectuent depuis une semaine. Pour la participation, c'est 500 francs ou plus si vous désirez. Tenue de sport, c'est casquette, le t-shirt, short de sport et chaussures fermées. La sensibilisation et aussi l'organisation. Ben voilà, ici, voilà à quoi ça ressemble à l'eau. Ce qu'il y a dans le lot du premier, c'est genre des claquettes avec Milo en poudre et des céréales. Ces lots seront attribués aux premiers, deuxième et troisième du collège primaire et lycéen. Une initiative bien accueillie par les élèves. Bah, moi, je participe à cette course et pour être en relation, enfin aider, c'est une façon d'aider les enfants irakiens. Et puis, ça serait bien de participer, comme même si nous, on est en Calédonie, bah voilà. En voyant chaque image des pays qui sont en difficulté, bah, c'est un peu triste. Alors, je voudrais tant leur donner ce que j'ai alors qu'ils n'ont pas. Pour qu'ils comprennent c'est quoi, comment c'est la vie d'avoir une école, d'avoir de la nourriture. L'année dernière, la course contre la faim organisée au lycée a permis de recueillir plus de 170 000 francs. Les dons récoltés ont été reversés aux habitants d'Éthiopie.
La reforestation est une nécessité en province nord. Il resterait 25% de forêt dans cette partie du pays. La problématique a été abordée lors de la restitution des programmes de recherche ce matin à l'Assemblée et à la tête de l'IRD depuis 2 ans. Jean-Paul Moiti est aussi membre du groupe d'experts internationaux chargé de rédiger le rapport de l'ONU sur le développement durable en 2019. Le pays est un potentiel, selon lui. On l'écoute. La Nouvelle-Calédonie, qui est ce qu'on appelle dans notre jargon un hotspot, c'est-à-dire un endroit particulièrement important de biodiversité, ça marche dans les deux sens. Comme c'est un endroit très important en termes de biodiversité, il y a une biodiversité absolument incroyable, avec 80% des espèces au moins qui sont endémiques, c'est-à-dire vraiment spécifiques du territoire, qui n'existent pas ailleurs. À la fois, évidemment, ça pose des problèmes, parce qu'avec les changements environnementaux, les pollutions, le réchauffement climatique, c'est un territoire particulièrement vulnérable à des risques de dilapidation de cette biodiversité. On sait par exemple que déjà à 1 degré de réchauffement climatique moyen, il y a sur certaines espèces de coraux des effets irréversibles qu'on ne pourra jamais plus rattraper d'un côté, mais en même temps c'est aussi tout un potentiel, d'abord pour la recherche. Il y a par exemple un spot qu'on a découvert il n'y a pas très longtemps où on a des espèces de coraux qui vivent dans des conditions extrêmes, et si on peut comprendre pourquoi ils résistent à ces conditions extrêmes d'acidité et de chaleur, ça a évidemment une portée pour préserver les récifs coralliens partout dans le monde, d'un côté, et donc de l'autre, ça peut aider à trouver des solutions, des innovations, comme sur ce site ici de la Décale, pour le développement durable. Donc quand on y arrive, c'est gagnant-gagnant. Et toujours selon lui, la productivité de l'IRD en Nouvelle-Calédonie est excellente comparée à d'autres endroits. Il trouve qu'ici, les décideurs politiques de tous bords ont pris conscience de l'importance du développement durable. Et justement, 80% de la biodiversité mondiale se trouve au pays. La Nouvelle-Calédonie fait partie des plus beaux récifs. L'année 2018 a été décrétée année internationale des récifs coralliens, car de plus en plus menacés par le réchauffement climatique. Alors, quels sont les plus beaux récifs dans le Pacifique? C'est le web du Pacifique préparé par Stéphanie Marly. 2018 est l'année internationale des récifs coralliens. C'est pourquoi je vous propose de découvrir quelques-unes des plus belles barrières de corail qui malheureusement sont en danger en raison des activités de l'homme. À commencer par le plus grand récif corallien au monde qui s'étend sur 200 km et forme l'un des sites naturels les plus impressionnants. Vous l'aurez deviné, il s'agit de la Grande Barrière de Corail en Australie. On la nomme également le plus grand aquarium au monde. Cette dernière est composée de 2500 récifs et de plus de 900 îles allant du petit banc de sable à de larges îles continentales. Il s'agit de la seule barrière de corail visible depuis l'espace. Direction à présent les îles Fidji, première réserve mondiale de coraux mous. Les îles Fidji appartiennent au club très sélect des plus beaux spots de plongée. Une vie sous-marine incroyable au milieu de coraux aux couleurs éblouissantes. Nous finissons en beauté avec la Nouvelle-Calédonie, qui est entourée d'une barrière de corail de 1600 km de long. On y trouve une diversité exceptionnelle de coraux et de poissons, un véritable paradis. Je vous le disais, la reforestation est une nécessité en province nord. Il resterait 25% de forêt dans cette partie du pays. Une présentation faite ce matin à l'Assemblée. Je vous propose de regarder ce reportage. Il est signé Océane Zoblir. Globalement, la cartographie, elle s'organise sous forme de 4 grands massifs forestiers en province nord. Et le résultat qui est le plus tragique qu'il faut prendre en considération, c'est que plus de 95% de tous les ensembles forestiers sont inférieurs à 1 hectare. Et donc c'est tout petit truc, 1 hectare c'est 100 mètres sur 100 mètres. Ça veut dire que quasiment l'intégralité de la forêt maintenant en province nord et en Nouvelle-Calédonie, je fais un focus sur la province nord, mais ça
rien à voir avec spécifiquement la province Nord. La forêt est ultra fragmentée, on n'a plus que des petits morceaux de forêt, et ces petits morceaux de forêt, la question c'est leur probabilité de survie. S'ils sont isolés dans un endroit où il n'y a rien, évidemment, on pourra en discuter, mais il n'y a pratiquement aucune chance que ça redevienne une grande forêt. Permettre la connectivité entre les différents ensembles forestiers, c'est l'une des plus grandes missions de Philippe, représentant du CIRAD, Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement. Avec plus que 25% de la superficie des forêts de la province Nord encore existante, la reforestation est l'un des enjeux majeurs. Le pays tout entier est concerné, mais aussi les populations qui subissent les conséquences de l'absence de forêt, notamment en période de grosses pluies. Donc la recolonisation de la biodiversité sur les espaces naturels, à partir du moment où on lui en donne des bonnes conditions, elle est tout à fait faisable. La végétation est faite pour avancer, reculer, donc c'est quelque chose qui depuis des millions d'années se fait. Donc c'est un processus qui est intégré dans la forêt. Est-ce qu'il existe un dispositif pour pouvoir récupérer cette eau? D'abord parce que quand c'est les grosses pluies, celles-ci enlèvent toute la richesse de notre terre pour pouvoir nourrir nos plantes. Donc ça part une fois à l'eau. Et puis, ça produit de l'électricité. Ça fait tellement de bonnes choses, là. Est-ce qu'on a déjà réfléchi à cela? Lorsque vous avez des grosses masses forestières en haut des montagnes, ça forme comme une espèce de filtre qui va retenir l'eau des grosses pluies et qui va la redistribuer de manière beaucoup plus lente et donc de manière beaucoup plus régulière sur l'ensemble de l'année. Plus vous retirez les forêts, plus vous allez avoir un ruissellement direct. Il y a de toute façon une question de temps. La végétation, c'est pas quelque chose qui se crée aussi vite que construire un immeuble. Donc c'est évidemment, ça se traduit sur des centaines d'années. Il ne faut pas du tout penser aujourd'hui que la personne qui mettra en place ce type de plan verra lui-même son résultat. C'est quelque chose qui doit être transmis de génération en génération, c'est-à-dire que c'est un patrimoine. Cette île, la Nouvelle-Calédonie, a quasiment toutes les ressources possibles pour pouvoir permettre aux populations de vivre en harmonie avec son environnement. Et il faut avoir une vision sur plusieurs siècles. Qu'est-ce que l'on veut aujourd'hui transmettre, non pas à nos enfants, non pas à nos petits-enfants, ni même nos arrière-petits-enfants, mais transmettre à toutes les générations qui ne sont même pas encore sur Terre, et quelle manière on est en mesure de prévoir notre futur, indépendamment de nos intérêts personnels et quotidiens. Partout où la science se développe dans le monde, et notamment en France, c'est quand on fait des laboratoires en commun entre les organismes publics de recherche, dont c'est le métier, l'IRD en est un, mais il y a aussi une CNRS, et l'IAC, et une version calédonienne de ça, etc. Et puis l'université, le lieu de formation, etc., etc. Finalement, pour tous ces travaux de recherche, l'important est de renforcer le partenariat entre les élus, les instituts de recherche et les universités. D'autres restitutions de ce type seront prévues dans les mois à venir. Voilà, c'est pour ça qu'il faut éviter plutôt de brûler nos forêts. De la cuisson de la papaye à la mise en pot, nous verrons comment s'organisent les employés de Sauval à Poindimier pour fabriquer les confitures. Même les saisons de fruits ne sont pas un problème pour produire toute l'année. Le reportage d'Aurélie Néautine dans le feuilleton de la semaine consacré à l'agroalimentaire. Ils viennent d'où les fruits? C'est moi. Ils viennent de chez vous? Dan Aubry, petit agriculteur de Poindimier, vient chaque semaine vendre ses papayes et autres produits de son exploitation au GAPS. Contrôlée et pesée, la marchandise est ensuite revendue à la société Sauval en charge de la transformation des produits sous la marque OIA. J'emmène au laboratoire pour pouvoir les épicer. Pour le moment, on est deux à porter. Ma collègue l'est occupée. Elle est où, Clarisse? Voilà. Betty, c'est la madame confiture du doc. Cela fait 8 ans qu'elle transforme les fruits en confiture, garantie, sans colorant ni conservateur ajouté. Les fruits sont contrôlés une seconde fois, épluchés, râpés et conditionnés en bac de 10 kg, puis stockés en chambre froide. Dans la chambre froide. Une fille. Voilà.
Et je range. Et ici, c'est rangé en fonction de... Le premier rentré, c'est le premier sorti. Alors, on met des numéros de bac pour pouvoir suivre après les premiers bacs rentrés, c'est les premiers bacs sortis. Et là, le premier bac, il est où là? Ça date de quand? Mois de novembre l'année dernière. Fin novembre. Voilà, c'est ici. Alors, je dois partir comme ça. Ça, c'est la papaye. Ça, c'est la banane. La pomme liane. Goyave. Orange. Ananas. Voilà. C'est tous les fruits qu'on utilise pour les confitures au lion. Avec les intempéries, on ne sait jamais si on a des fruits ou pas. C'est que je peux faire les cuissons pour toute l'année. En gros, on a 3-4 tonnes. 4 tonnes, c'est pour un an. Des fruits conservés au frais, Betty n'a donc aucun problème pour garantir une production toute l'année. Les bacs sont numérotés et rangés par ordre d'arrivée. Ainsi, c'est le premier entrée qui sort pour être cuit. Une fois sortis, fruits et sucres sont introduits dans cette machine à confiture. C'est parti pour 50 kg de sucre, 50 kg de fruits, en gros une marmite de 100 kg. Après 1 heure de cuisson à 100 degrés, c'est la mise en pot. Là, il faut qu'on fasse vite pour pas que ça refroidisse. En 2015, la société Soval investit dans un laboratoire semi-industriel avec une machine à confiture dotée d'un bras qui malaxe les fruits durant la cuisson. Cet investissement a permis de diversifier la gamme des parfums et d'augmenter les volumes. 15 tonnes de confitures sont produites annuellement. Par semaine, je fais 750 à 1000 pots par semaine. Ah, j'ai pas fini de plier. Ah, je fais 750 à 1000 pots par semaine. Confiture, miel ou encore vanille, Oya, c'est du 100% local. Mais la société Soval mise aussi sur la diversification de ses produits. En 2011, elle élargit sa gamme et rachète la marque de café La Saoui et le café calédonien, tous deux faits à partir de café importé de Papouasie-Nouvelle-Guinée. En café ou en confiture, Soval permet ainsi de répondre toute l'année à la demande du marché. Et après, je mets le code barre, au cas où c'est livré, c'est commandé directement en carton sur Nouméa. Et tout ça, on met sur palette qui partira mercredi pour Nouméa. Voilà. Voilà, l'agroalimentaire n'en parle après ce journal dans notre émission Bienvenue dans la bande avec Océane Zobler, la présidente de l'association Wakachar, Alexandra Tiona et Charles Villot, manager de Cap Manager. Glenn Houé, leader du groupe Paladjé, est l'invité de notre émission Yes Weekend demain à 18h sur Calédonia. Alors soyez au rendez-vous. En attendant, je vous propose un extrait du titre Ma Nature. Arrêtez de me massacrer, cessez de m'exploiter. Aujourd'hui je vous dis au rythme du reggae, tous les jours je pars en fumée. Hey, comme vous pouvez le constater, oui, tous les ans je disparais. Je suis victime de toute l'humanité, malgré tout ça c'est grâce à moi que vous vivez. Hey, vous laissez mes oiseaux chanter au rythme du reggae. Hey, vous laissez mes rivières couler, laissez-les dériver. Hey, vous laissez-moi pousser, et plus longtemps vous vivrez. Oh, na 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 na. Oh, oh, oh. Na 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 na.
Voilà, et si vous avez envie de l'écouter, il sera sur notre plateau demain à 18 h pour l'émission Yes Weekend, donc animée par Adrien Spinoza et sa chroniqueuse Stéphanie Marlier. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Je vous retrouve lundi pour un nouveau journal.